répondre à ces questions et puis développer votre point. Oui, alors pour répondre à la question sur les tables européennes et le partage des liquidités, qu'est-ce qui s'oppose à l'adoption de cette réforme? Donc effectivement, nous sommes prêts, mais la loi de 2010 a interdit le partage des liquidités dans le domaine du poker. Elle a autorisé dans le domaine du pari sportif et du pari hippique, mais pas dans le domaine du poker. Et donc, pour que cette réforme aboutisse, il faut que la loi change. Et donc, il faut que le législateur en soit saisi et le décide s'il estime que c'est quelque chose qui doit être fait. Donc, voilà, nous sommes dans l'attente. Sur la question sur le PBJ, je dois dire que la réflexion de l'Argel, elle n'est pas à ce point extrêmement aboutie dans la mesure où, effectivement, nous pensons, et je n'en fais pas mystère, que l'assiette est un problème. Ensuite, l'assiette actuellement sur les mises est un problème. Et je pense que c'est un problème notamment parce que ça empêche certains types de jeux dans lesquels les mises sont très faibles. Maintenant, le taux qui serait décidé, c'est au législateur de le décider, et ce n'est pas à l'autorité de régulation de se prononcer, mais je ne pense pas que nous en soyons là. Je ne pense pas que monsieur le ministre du Budget nous incite immédiatement à réfléchir sur cette question. Mais peut-être que je voudrais aller au-delà de ces questions et dire un certain nombre de choses qui sont tirées finalement de ce qui a été dit dans le colloque et qui aussi apparaît au travers des diverses questions. Alors d'abord, je suis très heureux, monsieur le député, de votre annonce sur cette révision sur évaluation de la politique des jeux. Vous avez dit qu'il ne fallait pas renverser les tables, surtout dans le domaine du jeu, c'est effectivement très, très dangereux. Mais n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres et peut-être à abattre les cloisons. Je crois que ça sera effectivement utile. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que effectivement, le secteur des jeux, et ça a été dit, et ça a été par plusieurs intervenants, le secteur des jeux est directement impacté par toutes les évolutions de la sphère Internet. Il doit s'adapter en continu et en temps réel pour faire face au rythme des changements et à ces accélérations. Effectivement, en 5 ans, le monde des jeux s'est profondément transformé. L'environnement, le positionnement des acteurs, les évolutions technologiques, les enjeux financiers et le rapport au jeu lui-même ne sont plus les mêmes que celui que nous avions en 2010. Et je crois que, parallèlement, le besoin de régulation est prégnant. D'ores et déjà, on a une multiplication des supports, on est passé du jeu sur des ordinateurs fixes au jeu sur des tablettes, sur des smartphones. Donc, on peut jouer à tout moment et n'importe quand. Il y a aussi une accoutumance des jeunes à la pratique du jeu vidéo. Et je crois que c'est un point important qu'il faut avoir présent à l'esprit. Il y a une prolifération des sites illégaux, même si on combat cela de façon très déterminée. Et puis, il y a effectivement, comme l'ont souligné les deux opérateurs qui étaient présents sur la table, une diversité de l'offre dans les jeux numériques qui est extraordinairement foisonnante. En fait, nous avons aussi un développement du marché mondial des manipulations des compétitions sportives, une forte action sur le blanchiment. Tous ces éléments sont des signaux d'alerte qui, je pense, confortent l'utilité d'une régulation des secteurs du jeu et qui justifient la consolidation de cette régulation. Alors, si l'on regarde ce qui, me semble-t-il, doit évoluer dans la loi du 12 mai 2010, je pense, et je ne réclame pas des pouvoirs à titre personnel, mais je pense qu'il est important de donner aux régulateurs une certaine autonomie d'intervention pour qu'ils soient plus efficaces et plus réactifs. Alexandre Ross a souligné ce que nous avons
connu dans le domaine du poker, où effectivement rien n'a bougé, alors que on pourrait sans aucun doute ouvrir des variantes, mais je sais que c'est en cours. Je crois aussi qu'il est important d'essayer d'harmoniser les pouvoirs du régulateur sur les 3 segments de jeu, parce que alors que nous avons beaucoup de pouvoirs dans le domaine du pari sportif, et je pense que cela a aidé à son évolution, nous n'avons aucun pouvoir dans le domaine du poker et dans le domaine du pari hippique. Et je pense que la question se posera d'autant plus que les masses du pari hippique seront distinctes désormais en ligne et sur le réseau physique. Et cette absence de cohérence et le fait que nous ayons des pouvoirs très différents, comme je l'ai dit ce matin, est tout à fait incompris par les joueurs et par un certain nombre d'opérateurs qui nous disent « mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que décrire des catastrophes et vous n'intervenez pas ». Je crois qu'il est aussi important, effectivement, que le régulateur puisse anticiper ou au moins accompagner les évolutions du secteur. Un élément aussi qui me paraît important, et je remercie Carlos Hernandez d'avoir souligné cela, puisque le marché espagnol s'est ouvert après nous. Lorsque nous avons ouvert les jeux en France en 2010, on avait comme modèle 2 opérateurs puissants qui étaient la Française des Jeux et le PMU. Ce qui s'est passé dans ces 5 dernières années, c'est que je crois que le pouvoir économique est passé des opérateurs vers d'autres acteurs, les plateformes, les fournisseurs de jeux. Je crois que si l'on veut pouvoir réguler efficacement, il faut que l'on puisse discuter et réguler les plateformes. Alors c'est sans doute, comme le disait Carlos Hernandez, un mode de régulation différent, mais incontestablement, si on veut lutter contre certains phénomènes comme la collusion, si on veut travailler sur le blanchiment, il faut pouvoir travailler avec les plateformes de jeux. Et je retiens aussi un point qui est très important, qui était très important dans la déclaration du président de la Gambling Commission, c'est que un des moyens de lutter contre l'offre illégale, c'est de responsabiliser l'ensemble des acteurs du jeu et de faire en sorte que ces acteurs ne soient pas des prestataires de services pour les opérateurs illégaux. Et ça, donc, cela implique que l'on puisse traiter directement avec eux. Je ne reviendrai pas sur la question du prélèvement, puisqu'elle a déjà été largement débattue. Mais je crois que le ministre connaît ma position sur cette question. Il y a un point aussi sur lequel je pense qu'il faut que nous réfléchissions. Clairement, notre modèle de régulation des jeux en ligne souffre du fait que l'offre est, je crois, très restreinte, trop restreinte, et que beaucoup de joueurs essaient de trouver la possibilité de jouer ailleurs. Je pense qu'il faut maintenir l'interdiction de jouer sur les machines à sous. Je sais qu'il y a une demande forte là-dedans, sur ce terrain, mais je pense que le caractère intensif du jeu en ligne rendrait le jeu sur les machines à sous particulièrement dangereux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres opportunités, elles ont été évoquées. Je pense que les jeux d'adresse, qui comportent en partie les jeux vidéo, sont une possibilité à explorer. Les faire entrer dans la régulation des jeux en ligne en laissant la possibilité aux régulateurs de sélectionner, comme il le fait pour les compétitions sportives, les jeux les moins dangereux et les moins risqués en termes de collusion, serait sans doute quelque chose qu'il faudrait étudier. Je pense aussi que pour combattre l'offre illégale, cela serait un bon moyen que d'essayer d'élargir les jeux que nous offrons. Alors la question de l'offre illégale, c'est aussi un sujet que nous avons encore devant nous. Il faut que nous puissions mener ce combat contre l'offre illégale à armes égales. Les enjeux sont extrêmement importants en termes éthiques et sociétaux. Il est clair que sur l'offre illégale, nous avons les plus faibles, des gens qui sont sans défense et qui souvent sont spoliés. Et puis en plus, il y a des problèmes de blanchiment. Et enfin, l'État perd sans aucun doute des recettes fiscales.
malgré nos efforts, cette offre illégale est très présente. Elle est très présente dans le domaine des casinos en ligne. Le président de la Gambling Commission a évoqué les accords qui ont été passés avec les prestataires de services financiers. Je pense que si l'on veut arriver à à lutter contre l'offre illégale, il est tout à fait important d'obtenir l'aide de ces prestataires de services financiers et du secteur bancaire. Pour nous, c'est un impératif, c'est une priorité, parce que c'est en touchant aux flux financiers que l'on arrivera véritablement à lutter contre l'offre illégale, au-delà de toutes les actions que nous pouvons mener sur le terrain juridique. Enfin, je crois qu'il faut considérer que depuis 2010 plutôt, il y a une convergence des jeux, et convergence d'abord des réseaux. Nos concitoyens jouent de plus en plus sur l'ensemble des réseaux. Et la distinction rigide de notre système entre réseau physique, réseau en ligne, ne signifie pas grand-chose pour le joueur qui joue à 5 jeux, à la fois sur les paris sportifs, sur le pari hippique, mais aussi en ligne et en dur, et dans les casinos. Je pense que sur ce point, pour lutter contre les problèmes de jeux problématiques et addictifs, il faut que nous puissions avoir une vision cohérente, et c'est sans aucun doute un point que la mission d'évaluation pourrait traiter. Je crois qu'aussi il y a une convergence des jeux, et pour aller rapidement, une convergence entre le gaming, c'est-à-dire ce qu'on appelle les jeux qui sont théoriquement sans argent, et le gambling, c'est-à-dire les jeux avec argent. En fait, les jeux de gaming sont de plus en plus des jeux d'argent. Et il y a un rapprochement du modèle économique de ces jeux de ceux que nous régulons. Je pense qu'il faut aussi là prendre en compte cette évolution et la traiter, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on verra se développer des jeux d'argent non régulés, ouverts aux mineurs, avec une taxation d'ailleurs tout à fait compétitive par rapport à celle des autres jeux. Je crois que c'est un point qui doit être un point d'attention. Il y a aussi un aspect qui me semble important. On raisonne souvent par type de jeu. Moi, ce que je constate de plus en plus, c'est qu'au-delà des types de jeux, ce qui est important, notamment pour lutter contre les jeux problématiques et l'addiction, ce sont les caractéristiques des jeux, c'est-à-dire leur fréquence, la gestion des espérances de gain. Ce sont des critères qui, me semble-t-il, sont plus pertinents finalement que la dénomination juridique de ces jeux. Enfin, je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir plus de coopération pour faire face à la mondialisation des risques. C'est quelque chose on a souligné l'importance de la Convention du Conseil de l'Europe. Je souhaite vivement que cette convention puisse être ratifiée. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que le métier du régulateur et le nécessaire équilibre qui doit fonder son action tend à se complexifier. Nous avons un rythme de changement qui est extrêmement important. Nous devons agir transfrontières. Je crois que toutes ces questions, je souhaite qu'elles puissent être posées par la mission d'évaluation, et que l'on puisse ainsi conforter ce qui a été quand même un des succès de la loi de 2010, c'est-à-dire malgré tout une protection des joueurs, et aussi une action pour l'intégrité du jeu. Je pense aussi qu'il faut vraiment songer à la pérennité du jeu régulé, du marché régulé, parce que quelque part, c'est à travers cette pérennité du marché régulé que nous lutterons le mieux contre l'offre illégale, contre tous les phénomènes de blanchiment, d'addiction et de fraude. Voilà ce que je souhaitais vous dire et ce que je souhaitais présenter à l'issue de ce colloque. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.